à chaque fois qu'on exclut une hypothèse, que même quelque chose ne peut même pas être exploré comme hypothèse de pensée, mais là, on fabrique un dogmatisme pur et dur. Et c'est ça qui s'est passé autour du mot République depuis quelque temps. On peut rien discuter, quoi. Psychologie au pluriel. C'est le titre du dernier livre de François Bégodeau, publié aux éditions Amsterdam. Cet ouvrage, qui est une véritable plongée sociologique et psychologique dans l'univers bourgeois de la France contemporaine, on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro de Délivrez-vous que j'ai le plaisir de vous présenter avec François Bégodeau, qui est notre invité. Bonjour François Bégodeau. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Mizane TV, très heureux de vous recevoir et d'animer cette discussion avec vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas? Qui êtes-vous, François Bégodeau? Comment vous définissez-vous? Êtes-vous un militant qui prend volontiers la plume ou plutôt un écrivain qui flirte avec la militance politique? On vous écoute. Ah oui, je pense que je suis d'abord un écrivain. Je pense que c'est à ce titre-là que j'ai une existence publique. Mon travail d'écrivain se distribue dans pas mal de registres différents. Beaucoup dans le roman, beaucoup dans l'essai. Il m'est arrivé d'écrire du théâtre et puis bon des articles. Je fais aussi un peu de, enfin beaucoup même de critique de cinéma, et parfois de la critique littéraire. Oui, alors par rapport à la politique, non, je trouve que j'ai un rapport, enfin j'ai un intérêt très intense pour la chose politique et donc mécaniquement ça se retrouve dans mes textes. Et comme certains textes parfois suscitent un certain intérêt, bah, du coup, je suis amené à m'exprimer politiquement, publiquement, ce que je fais sans rechigner. Mais je pense pas être un militant, non. Bon, je crois que mes positions politiques sont quand même assez connues par des gens qui me suivraient. Enfin, en tout cas, j'en fais pas mystère et j'ai pas envie d'en faire mystère. Mais je crois que non, je suis pas exactement un militant. Je suis plutôt quelqu'un, voilà, qui est un écrivain qui a un intérêt très fort pour la chose politique. Très bien. Alors, Psychologie, c'est donc, je le rappelle, un ouvrage publié aux éditions Amsterdam. Pour le présenter rapidement, hein, le livre comporte 26 nouvelles. Hein. Moi, j'appelle ça des nouvelles. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec l'expression. C'est Euh, pas exactement des nouvelles, mais j'aime bien l'idée, ouais, parce que comme elles sont assez narratives en général, c'est des petites fictions en fait, donc ça va assez bien, ouais. Alors donc le livre fait environ 260 pages et on y trouve beaucoup de sujets. Chronique des prolétaires qui prennent les transports en commun, ascension sociale des petits bourgeois ou bourgeoises de gauche tendance écologiste ou socialiste. Vous explorez dans votre livre les ressorts et les déterminismes sociaux à l'œuvre dans la psyché de vos personnages. On n'est pas du tout dans une œuvre de fiction. Votre style et vos analyses se revendiquent d'une forme de réalisme social, dépeint avec un style caustique, très drôle, et qui frôle parfois le cynisme. Vous ne ménagez pas vos contemporains, mais vous ne vous ménagez pas non plus. Et en refermant ce livre, François Bégodeau, je me suis dit qu'il aurait pu avoir un autre titre. Par exemple, Confession d'un petit bourgeois de gauche. Je ne sais pas si le titre vous parle. En tous les cas, pourquoi avoir opté pour un titre aussi simple et austère que psychologie? Bah, je pense qu'un titre, c'est toujours très compliqué, parce qu'un titre doit quand même embrasser l'ensemble du livre en deux ou trois mots. Donc c'est toujours un titre est toujours raté de toute façon. Et donc il faut toujours qu'il soit un peu général. Par exemple, si j'avais dit Confession d'un petit bourgeois de gauche, bon, déjà tous les mots sont un peu problématiques, mais le problème, c'est que ça ne concernerait pas pratiquement les deux tiers des textes, en fait, où il y a un bon tiers où je me mets moi-même en scène, et parfois sur le mode de l'autocritique, ou en tout cas de l'auto-analyse un peu sèche, et un peu lucide, j'espère. Les deux tiers concernent d'autres gens, que j'observe, que je regarde, que je croise, que j'analyse. Donc ça marchait pas. Alors peut-être qu'il aurait fallu une petite scène de la vie française des années 2020. Ça aurait été pas mal en fait, mais ça aurait été un peu général aussi. Voilà. Enfin, de toute façon, voilà, les titres c'est compliqué. Après, moi, c'est vrai que j'avais envie de mettre en avant le terme de psychologie parce que je n'ai pas envie de laisser la psychologie aux psychologues. Même si je peux avoir beaucoup de respect pour certains psychologues ou certaines tentatives d'intelligibilité psychologique des comportements humains, il y a vraiment des gens qui sont parfois très très brillants dans ce domaine. Mais globalement, bon, moi, toute l'idée, c'était quand même de créer une jonction entre la psychologie et le social. Donc, j'aurais pu l'appeler psychosociologie. Bon, enfin, c'est un peu austère, quoi. Puis c'est peut-être un peu prétentieux aussi, parce que moi, je n'ai pas j'ai pas vocation à produire des écrits scientifiques. J'ai pas cette épaisseur-là. Je n'ai pas le background pour ça.
Bon, donc, et psychologie au pluriel, bon, c'était aussi un petit clin d'œil à un livre qui m'a beaucoup marqué, comme il a marqué pas mal de gens de ma génération et des générations d'avant, qui est un livre de Roland Barthes, qui s'appelle Les mythologies, que je recommande toujours parce que c'est un livre très drôle, très accessible. Et Roland Barthes, dans les années 50, qui était, bon, on va dire un intellectuel, à la fois philosophe, linguiste, un peu tout ça, très 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 suivi à l'époque, hein, très très influent, et il s'amusait à repérer les mythes contemporains autour de lui. Donc c'est un livre fait de plein de fragments, un petit peu comme le mien. Et oui, bon, par exemple, il y a un texte sur le Tour de France, envisagé comme une espèce de mythe contemporain, un mythe créé au XXe siècle. Il y avait des mythes chez les Grecs, il y a des mythes dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Et ben, la culture occidentale contemporaine a créé des nouveaux mythes. À un moment, il parle du catch, il parle de la DS, la fameuse voiture Citroën DS qui était entourée comme ça, ne serait-ce que dans son nom, hein, DS, d'une sorte de, oui, de mythe, quoi. Et donc, il déconstruit un petit peu les mythes contemporains. Donc, je voulais un peu comme ça faire un clin d'œil par ce pluriel, parce que c'est mythologie au pluriel, le livre de Barthes. Et moi, j'avais envie de faire des petites psychologies, c'est-à-dire des micro-analyses psychologiques de la société contemporaine. Pas seulement la bourgeoisie d'ailleurs, hein, c'est la petite rectification que je ferai par rapport à votre présentation. On trouve un spectre social assez large, je pense, dans psychologie. Parfois, il est question de gens qu'on pourrait appeler, qu'on pourrait vraiment assez clairement affilier à la classe bourgeoise. Et puis parfois, non, c'est de la classe moyenne, voire même des gens des classes populaires. Alors, vous n'êtes pas militant, mais vous êtes comme un écrivain de sensibilité de gauche, hein, on peut le dire, hein, clairement. La question que je voulais vous poser avant de rentrer directement dans votre ouvrage, c'est tout simplement, c'est quoi être de gauche pour vous en 2025? Bah, je sais pas si je dirais en 2025, parce que C'est-à-dire je dirais aujourd'hui, quoi, aujourd'hui. si jamais le mot a un sens, parce que le mot gauche, on sait bien qu'il est compliqué, parce que il a hébergé beaucoup de réalités et beaucoup d'options politiques très contradictoires. Et bon, voilà. Longtemps, le Parti socialiste et même encore maintenant se prétend de gauche, par exemple. Donc, ce qui pose tout de suite un problème par rapport au signifiant gauche, quoi. Mais enfin bon, si on veut lui laisser encore un peu de sens à ce pauvre mot très fatigué, moi, je dirais que c'est tout simplement euh, le désir profond de d'instituer un rapport de force avec les forces du marché. Voilà, c'est de lutter pour préserver des zones qui ne soient pas sous la coupe marchande ou qui ne soient pas dépendantes de la loi du marché. Essayer de préserver ces espaces parce qu'il en reste quelques-uns. Et puis peut-être essayer d'en creuser d'autres. Voilà. Alors ça paraît peut-être un peu réducteur, mais en fait pour moi, il y a tout un tas de questions politiques qui se posent et qui, au bout du compte, se ramènent à ça. Et donc, puisque vous me demandez une sorte de synthèse un peu courte de ce que pourrait être un engagement de gauche, en tout cas une sensibilité de gauche, ben moi je le situerais plutôt là. Vous disiez qu'il y avait des espaces qui, selon vous, échappaient encore au système marchand. Vous pensez à quoi, par exemple? Bah, je pense que le service public, a priori, a été conçu et préservé pour ne pas être en continuité stricte avec les lois habituelles du marché. Alors, il se trouve qu'évidemment, c'est plus compliqué que ça, puisqu'on sait bien que le service public lui-même est soumis à un certain nombre d'injonctions, de profitabilité, bon, et de performance telles qu'on peut les définir sur le marché. Mais disons que c'est aussi un enjeu de la gauche de toujours essayer de protéger ce qui reste de service public et peut-être même de le consolider, voire même de l'étendre. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'entre dans le domaine du bien commun des domaines qui pour l'instant n'y sont pas. Par exemple, alors le soin y est plutôt en France, hein, même si évidemment c'est tout à fait gangréné par l'entreprise de privatisation du soin, une grande entreprise contre laquelle il faut vraiment être combatif. Mais par exemple, moi je pense que si l'alimentation était décrétée comme un bien commun et un bien public, eh bien je pense que voilà, ça c'est un des horizons qu'on peut se donner, qui peut paraître un peu utopique par les temps qui courent. Le logement, l'alimentation, le soin, voilà des choses qui, à mon avis, ne devraient pas être articulées ou dépendantes de la loi du marché. Ce serait bon ce genre de choses. Je pense que ça ouvre tout un tas de fronts qui sont des fronts de lutte.
Et alors, je vais aussi vous poser une question sur cette notion de bourgeoisie, qui est un terme qui reste quand même assez important, même si effectivement toutes vos nouvelles ne parlent pas que de ça, évidemment. C'est un terme qui a eu beaucoup de sens au cours de l'histoire, hein. Au départ, c'est les habitants des bourgs, tout simplement, hein. Voilà. Ensuite, il y a eu des petites nuances au niveau du sens. Aujourd'hui, vous le rappelez aussi, vous parlez de classe moyenne. Sociologiquement, on parle beaucoup de classe moyenne, supérieure, inférieure, etc. Donc, pareillement, quand vous parlez de bourgeoisie, il y a aussi petit bourgeois, bourgeois, petit bourgeois. Bon, il y a des petites distinctions. Qu'est-ce que vous entendez précisément? Est-ce que c'est une mentalité? Est-ce que c'est une catégorie sociale? Voilà, c'est quoi exactement? Bon, alors ça, c'est un travail que j'ai essayé de faire dans un livre qui s'appelle Histoire de ta bêtise, dont l'objet était celui-là, était vraiment d'essayer de dresser un portrait de ce que serait la bourgeoisie, et peut-être de redéfinir cette classe à nouveau frais, enfin en partie à nouveau frais, parce que faut jamais prétendre dire des choses totalement nouvelles. Et je voulais faire un peu un point là-dessus. Et justement, je m'en prenais un peu, chose que j'ai refait par la suite, avec cette sorte, enfin, cette adjectivation du terme bourgeois, c'est-à-dire, on s'est mis à appeler, à qualifier de bourgeois des attitudes, des postures, des comportements, et ce qui fait qu'on a presque oublié l'origine du mot et sa pertinence, à mon sens, qui est d'abord une catégorie sociale et non pas une catégorie psychologique. Ce que je veux dire, c'est que parfois on parle de d'attitude bourgeoise, de tempérament bourgeois, de bon, tout ça peut être intéressant à l'oral, mais je pense que on est un peu plus sérieux, un peu rigoureux si on dit que les bourgeois occupent, enfin, ce qui les définit comme bourgeois, c'est une certaine place dans le corps social. Et alors, par exemple, bah, c'est une classe de commerçants. Par exemple, on peut dire que c'est une classe de propriétaires. Alors, dans une acception un peu plus stricte, on dirait propriétaire des moyens de production, comme on dit. C'est-à-dire, bah oui, Dans le si je suis marxisme. oui, bah oui, là-dessus, je pense que ça reste relativement indépassable et ça permet un peu aussi de mettre en crise peut-être la notion de classe moyenne, qui est une notion intéressante, compliquée, qui emmerde les marxistes depuis très longtemps, ça c'est sûr, parce que ça échappe un peu au binarisme de base du marxisme, à savoir bourgeois prolétaire, par exemple, voilà, détenteurs des moyens de production et des gens qui ne possèdent que leur force de travail, hein, pour réciter un peu la leçon. Et viendrait s'immiscer là-dedans une classe moyenne qui serait donc une espèce de zone intermédiaire. C'est pas exactement des prolétaires et c'est pas non plus des bourgeois parce qu'ils ne sont pas des possédants à proprement parler. En tout cas, ils possèdent pas forcément le site de production qui les fait vivre en quelque sorte. Ce sont des gens qui sont plutôt salariés ou employés. Oui, mais quand même, moi, je crois que si on regarde précisément la vie des gens qui se disent eux-mêmes appartenir à la classe moyenne, bah, moi, je pense qu'on pourra toujours y trouver le fait que fondamentalement, ce sont des prolétaires. C'est-à-dire qu'ils sont fondamentalement dépendants bah, disons, des propriétaires des sites de production sur lesquels ils viennent vendre leur force de travail. Ils sont fondamentalement dépendants. Moi, je pense qu'il y a énormément de gens qui se vivent comme indépendants et qui en fait sont très dépendants. Je dirais, par exemple, je pense que les petits commerçants sont fondamentalement des prolétaires qui s'ignorent. Le problème, c'est qu'ils veulent pas s'admettre comme tels. Voilà. Ou alors les agriculteurs. Bon, la grande majorité des agriculteurs maintenant sont pour moi des prolétaires. Parce que, alors ils se vivent comme indépendants, mais en fait ils sont multidépendants de tout un tas de choses. D'abord des gens à qui ils vendent leurs produits et qui leur imposent des prix, hein, comme on sait. Et puis ils sont dépendants aussi des semenciers, ils sont dépendants de tout un tas d'organisations qui en fait en font des travailleurs multidépendants. Donc voilà, de ce point de vue-là. Mais pour en venir aux bourgeois, oui, moi je suis assez pour une. Enfin, dans l'histoire de ta bêtise, je proposais que ce qui définissait pour moi le bourgeois, c'était à la fois la position sociale que je viens de décrire et aussi le système de pensée ou le système d'opinion qui a pour vocation de légitimer cette position sociale. Voilà, ça fait un bourgeois. Donc, au titre de quoi, je m'appelais moi-même une sorte de semi-bourgeois. Moi, je suis un quart de bourgeois. Parce que oui, j'ai un certain niveau de vie, je suis propriétaire du lieu où j'habite. Mais en revanche, je ne fais pas de propriété lucrative, hein, je ne suis pas propriétaire d'autres logements dont je serais le bailleur. Ça, c'est déjà une chose. Par ailleurs, je ne détiens pas les capitaux des moyens de production et des structures qui me font vivre. Hein, je ne suis pas, comment dire, moi, je suis écrivain. Donc, quand je propose un manuscrit à mon éditeur, c'est mon éditeur qui décide s'il le publiera. Et si ma foi est dit non, eh bien, je n'aurai qu'à aller retravailler. Donc je suis dépendant, et ça vaudrait pour tout un tas d'autres travaux que je peux faire. Quand je livre un article à tel ou tel magazine, bah, c'est le magazine qui me paye, quoi. Et si jamais ils sont pas contents, bah, ils me le paieront pas, ou alors ils me le commanderont pas. Donc de ce point de vue-là, moi je suis socialement, non, je ne suis pas un bourgeois au sens social, parce que je pense que
Le niveau de revenu, c'est un critère qui n'est pas négligeable, hein. Et le fait qu'on possède ou pas son logement, ça c'est quand même pas rien non plus. Mais ça suffit pas à constituer ce que j'appellerais un bourgeois à proprement parler. Et alors s'il y a vraiment un truc où je suis pas du tout bourgeois, enfin en tout cas pas à ma connaissance, c'est que on peut pas dire que je déverse publiquement une idéologie qui soit à même de légitimer l'ordre social actuel, l'ordre social inégalitaire, l'ordre social qui précisément divise le corps social en classes, etc. Ça, je crois pas qu'on m'ait pris beaucoup en flagrant délit de légitimation de la domination bourgeoise. Alors, on va se pencher maintenant sur quelques-unes de vos analyses et de vos réflexions qui traversent votre livre. L'une des idées qui reviennent assez souvent dans votre ouvrage, c'est celle du déterminisme radical et de l'illusion de la personnalité et de la liberté ou du libre arbitre. Vous écrivez par exemple, page 60 dans la nouvelle Charles Le Cassos, vous dites si la condition conditionne, elle conditionne la personnalité, qui dès lors n'a plus rien de personnel. Le bijoutier de son état pense en bijoutier, le notaire de son état est centre droit. On retrouve la même idée dans l'imposture du syndrome, hein, qui est une autre nouvelle. S'agissant de phénomènes collectifs, nous ne croyons pas aux exceptions. Ce qui passe pour exception est une régularité qui s'ignore. Alors Mhm. ma question sera simple, François Bégodeau. En niant l'existence de la personne ou de l'individu, croyez-vous réellement dans ce que vous dites? C'est-à-dire, plus précisément, est-ce que vous vivez et agissez au quotidien en accord avec cette croyance? Ah oui, bah c'est-à-dire en fait je pense que je le dis dans quelques textes de psychologie, je pense que il n'est pas né l'individu qui ne croit pas au fond de lui-même qu'il est un peu libre et que quelque part il n'échappe pas un peu au conditionnement. C'est-à-dire que je pense qu'on a toujours un peu en nous cette espèce de prétention ou de présomption de d'échapper un peu au conditionnement, aux déterminismes sociaux divers, et peut-être que ça nous aide à conserver une certaine estime de nous-mêmes. Peut-être que c'est une espèce de stratégie psychologique de survie, ou oui, comment dire, de consolidation de l'estime de soi. Chacun prétend toujours être un peu singulier et avoir un peu inventé son propre parcours pour une part. Ça, c'est vrai. Je pense on a tous au fond de nous cette présomption-là, et peut-être que moi aussi, alors que quand j'y pense à froid, je considère qu'on est multidéterminé et absolument déterminé. Après, il faut pas confondre un truc. Il faut toujours essayer de voir à quel point c'est pas parce qu'on est multiconditionné que nous ne sommes pas singuliers. Moi, je crois beaucoup qu'il y a des individus et que nous sommes tous singuliers. Pourquoi? Non pas parce que nous sommes libres, non pas parce que nous échappons au déterminisme, mais parce que nous sommes multidéterminés. Et que chacun est toujours à l'intersection de tout un système de détermination qui n'appartient qu'à lui. Et c'est ça qui fait sa singularité. Mais en revanche, il est totalement déterminé. Alors on peut être déterminé par sa classe sociale, par son parcours social, parce que parfois le parcours est évolutif. On est passé par exemple des classes populaires à la classe moyenne, par exemple, ou à la pseudo-classe moyenne, ou à la classe bourgeoise. Bon. Donc il y a des évolutions comme ça. Donc on est, voilà, les conditionnements de classe sont parfois eux-mêmes assez subtils, mais on peut être aussi conditionné par son environnement familial. Ça, je pense qu'on est très conditionné et déterminé par son environnement familial, hein. Nos parents, nos frères et sœurs s'impriment assez tôt sur nous-mêmes et affectent notre personnalité et la construction de notre personnalité. On peut être aussi déterminé culturellement, comme on dit. Je pense que c'est un peu différent d'être un type comme moi qui est né en Vendée dans un contexte relativement catholique, pas vraiment dans ma famille, mais le contexte plus général. La Vendée, c'est pas rien en termes d'imprégnation catholique, et d'être un jeune d'origine tunisienne, quoique né en France et de nationalité française, musulman, pour prendre un peu des archétypes, bah, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler classiquement des conditionnements culturels, mais il y en a plein d'autres, hein. On peut être aussi conditionné par tout un tas d'autres choses, par les rencontres qu'on fait, par le segment de territoire qu'on habite. Peut-être que ça vous conditionne d'une certaine manière que de baigner dans un climat du Nord plutôt que dans un climat méridional. Bah, peut-être que ça fait partie des choses qui nous affectent et qui nous constituent. Faut peut-être pas aller trop loin dans ce genre de truc parce qu'on tourne vite dans une sorte d'essentialisme un peu bizarre. Mais évidemment que ça fait partie des déterminations. Moi, je crois beaucoup à tout ça.
Et bah, je veux dire, si on fait le compte, si on fait un petit peu le théorème de l'ensemble des déterminants qui ont fait qu'on est devenu ce qu'on est, bah, on produit des singularités. Donc moi, ce qui fait que je ne vous ressemble pas, et vous ne me ressemblez pas, et qu'on vous distingue. Quand on vous croise dans la rue, ben, vous avez tout de suite quelque chose qui vous distingue de tout le monde. Et puis peut-être aussi quand on vous fréquente, vous avez à ce moment-là une personnalité qui n'appartient qu'à vous. Mais c'est pas parce qu'elle appartient qu'à vous que elle n'est pas elle-même le produit de tout un tas de déterminations. Donc là, en fait, la question, précisément, évidemment, il ne s'agit pas de nier les déterminations qui affectent l'individu, hein, ça c'est une réalité, vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, mais disons que votre position, elle, c'est un déterminisme absolu, c'est-à-dire il n'y a que du déterminisme, et donc finalement, il n'y a pas de choix. Mhm. Et est-ce que finalement vous assumez derrière ça l'idée qu'il y aurait une déresponsabilisation des individus, puisque finalement il y aurait jamais de choix, on Mhm. serait on n'agirait pas, on serait pas acteur, mais on serait agi d'une certaine Mhm. façon. Et en allant, si on va jusqu'au bout de cette logique, hein, pour essayer un petit peu d'en cerner le sens, eh bien finalement on fermerait les tribunaux, Mhm. on fermerait les prisons, voilà. Et est-ce que vous allez jusque là? Fondamentalement, je pense que si on prend très au sérieux le déterminisme intégral, nous sommes effectivement tous des irresponsables, ou irresponsables au sens le plus littéral du terme, et pas au sens de jugement. Et donc oui, effectivement, on ne devrait jamais faire d'incrimination individuelle, et donc on ne devrait jamais condamner individuellement. Ça, c'est vrai. Fondamentalement, c'est ça. Et c'est pas mal de l'avoir en tête. Alors après, dans quelle mesure est-ce que c'est praticable? Évidemment que c'est compliqué. Puisque toute communauté humaine, toute communauté sociale, mettons par exemple un pays, a besoin de s'autoréguler, a besoin de se donner un corpus de lois, un système comme ça de juridictions diverses et variées. Et il va sans doute devoir en passer par des incriminations individuelles pour pouvoir à peu près faire fonctionner le corps social. Bon, moi, je dirais que tendanciellement, être de gauche, bah voilà, ça serait une autre, euh, une autre définition de la gauche, en tout cas une autre option ou une autre tâche que pourrait se donner la gauche, c'est d'aller vers toujours moins d'incrimination individuelle et toujours plus de, comment dire, de saisie collective des phénomènes. Voilà, c'est souvent des structures qui sont au travail, fondamentalement, quand ça concerne en tout cas notre existence sociale, qui est fondamentalement je veux dire, structuré par des structures. Bon, des structures sociales extrêmement diverses aussi, c'est très très riche, hein, c'est très complexe de voir le maillage de structures qui opèrent dans une société donnée. Donc oui, je pense qu'il faudrait tendre à ça. Il faudrait tendre, ça peut être un horizon intéressant de se dire que dans les tribunaux, si on décide de les maintenir, parce qu'il y a sans doute nécessité de les maintenir, bah, il faudrait que soient convoquées toujours plus les structures et toujours moins les individus en tant que tels. Eh oui, c'est ça le. Après, bien sûr que je suis le premier à dire, bon, en attendant d'en arriver à cet absolu-là, qui est relativement inaccessible, quand un individu se trouve violer un autre individu, peut-être une autre individu d'ailleurs dans la plupart des cas, bon, bah, je veux dire, je vais pas crier non plus lorsque je vois qu'il est jugé en tant que personne, en tant qu'individu, et qu'on considère qu'il a fauté individuellement et qu'à ce titre-là, il doit payer individuellement par une peine de prison, par exemple. Bien sûr. Mais mon fort intérieur de gauche me dit, un procès digne de ce nom. Geoffroy de la Gannerie écrit des choses tout à fait lumineuses là-dessus. Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Dans son dernier livre, comme dans un livre antérieur qui s'appelait Juger, parce que la question de la justice est vraiment sa question centrale. Il dit, mais en fait, il faudrait convoquer les structures dans les tribunaux, quoi. C'était ça, c'était un petit peu ce que Sandra Lucbert aussi avait essayé de faire dans Personne ne sort les fusils, où elle avait suivi le procès des cadres d'Orange, où il était question de cette espèce de vague de suicides qui avait eu lieu dans les années, alors essentiellement 2000, dans France Télécom devenant Orange. Et donc, étaient convoqués à la barre tout un tas de cadres et de dirigeants d'Orange, qui tous ont été non pas condamnés, mais en tout cas, je veux dire, pointés du doigt par le délibéré individuellement. Et hélas, il n'y a pas pu y avoir de punition de la structure. Parce que là, en l'occurrence, comment dire, c'est tout un système qu'il aurait fallu condamner.
Or, est-ce que votre position va jusqu'à nier la conscience, c'est-à-dire parce que on voit souvent que la conscience des déterminismes permet justement d'une certaine manière de les transcender ou de les surmonter, au sens où ce ne sont pas des déterminismes aveugles qui s'imposent à l'individu. Et par exemple, je vais vous donner un exemple dans une situation où il y aurait un dilemme. Un dilemme, c'est-à-dire il y a un choix à faire et il y a deux situations qui sont relativement de même force ou de même importance. Et donc, on a du mal à parler de déterminisme dans ce cas-là, parce qu'un déterminisme, c'est quelque chose qui s'impose, qui produit un effet. C'est une cause qui produit un effet. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et quand on revendique cette idée de la conscience et cette idée d'une délibération nécessaire, c'est-à-dire un examen dans sa conscience, un examen rationnel, il va falloir prendre une décision. Est-ce que là aussi, vous parlez encore de déterminisme, et est-ce que vous niez cette dimension de la conscience? oui, oui, bah, je vais au bout je pèse toutes les conséquences de ce que j'avance. Après d'autres grands déterminophiles bien avant moi, oui, moi je pense qu'il n'y a pas, c'est pas la conscience. La conscience ne domine jamais l'individu que nous sommes. La conscience est elle-même dominée, la conscience est elle-même déterminée. Donc, je peux toujours me raconter que c'est en toute conscience que j'ai choisi ceci plutôt que cela, et en toute liberté. Moi, je pense qu'il y a des forces au travail en moi et qui me dépassent très largement, qui ont fait que je me suis orienté vers ça ou plutôt que vers ça, pour reprendre l'exemple du dilemme. Mais voilà, bon, ça, de toute façon, c'est des débats un peu généraux. Après, ça, d'une certaine manière, dans la vie, ça ne change rien. Mais c'est vrai que ça peut politiquement, ça peut changer quelque chose sur la façon dont on traite les individus et surtout dans la façon dont on s'obstine en permanence à individualiser les fautes, là où probablement il faudrait convoquer, y compris les déterminants qui ont produit ces fautes. Alors dans la nouvelle imposture du syndrome, vous faites un rapprochement intéressant entre l'anarchisme, hein, vous avez toute une partie de ce texte où vous définissez, vous donnez votre définition de l'anarchisme, et le pascalisme, si on veut, c'est-à-dire la pensée de Blaise Pascal. Donc en substance, il n'y a pas de mérite, tout est aléatoire, dites-vous, et le pouvoir ne tire sa légitimité que de sa force. Mm. Est-ce que votre anarchisme ne serait pas le masque pudique d'un nihilisme certain ou d'un certain nihilisme? Je sais pas, pour moi c'est un peu des mots ça. Pour moi en Alors je plus moi j'ai rappelle, une pardon de vous interrompre, je vais juste pour nos auditeurs, je rappelle ce que c'est le nihilisme. oui, Donc ça moi désigne les c'est pour moi doctrines. qu'il faudrait le rappeler parce que moi a priori je sais pas ce que ça veut dire donc. D'accord. Alors le nihilisme, ça désigne les doctrines qui nient l'existence des valeurs et qui postulent que l'existence n'a pas de sens, n'a aucun sens, qu'il n'y a pas de vérité, voilà, il n'y a pas de juste ou d'injuste, voilà. Donc juste pour rappeler la définition. Donc de nihil, un nihil qui veut dire rien, tout simplement. D'accord. Bon, pour moi, c'est pas l'acception que j'ai de nihilisme. Moi, j'ai une acception plus nietzschéenne du nihilisme, dans lequel je me retrouve pas du tout. Moi, je serais plutôt un anti-nihiliste de point de vue. Mais ce que vous venez de dire, je crois qu'il faut pas confondre deux choses. Ce que dit la tradition pascalienne, et même qui passe un peu par Spinoza aussi, et par d'autres matérialistes, c'est que c'est non pas qu'il faut se donner aucune valeur boussole dans la vie, qu'il ne faut se donner aucune règle morale. C'est pas ça que ça veut dire. C'est que aucune règle morale n'est, comment dire, ne peut être fondée sur quelque chose de solide. Il y a, a priori, nous sommes dans une espèce de condition anarchique où nous pourrions nous organiser d'à peu près de plein de manières très contradictoires, sans que nous puissions fonder ontologiquement, si je puis dire, notre attitude. Je pense que ce qui n'empêche pas de se donner des règles morales, une collectivité donnée va délibérer collectivement pour se donner telle ou telle règle morale. C'est un Mais relativisme. si vous voulez, c'est un relativisme fondamental, mais à un moment, si une collectivité décide que ceci est le bien et ceci est le mal, enfin que ceci nous le réprouvons et que ceci nous l'acceptons, que ceci est illégal et ceci est légal, eh bien voilà, ça tiendra lieu de repère moral à cette collectivité jusqu'à nouvel examen. Mais il faut toujours bien dire que finalement, tout ça n'est pas fondé en raison, ne se fonde sur quoi que ce soit. Il y a l'être lui-même n'appelle pas du tout tel ou tel système de valeurs. Donc c'est toujours bien de le rappeler qu'il y a une espèce d'arbitraire fondamental ou de réversibilité fondamentale des règles morales qu'on se donne, ce qui n'empêche pas de s'en donner.
Moi, je ne cesse de me donner à moi-même des règles morales ou de préconiser qu'on se donne un certain nombre de règles morales dans un collectif donné. Donc, c'est pas le problème. Mais je ne suis pas dupe sur le fait que, de toute façon, ça ne peut que se délibérer entre égaux et démocratiquement, mais pas au nom d'une espèce de raisonnement qui fonderait la morale sur je ne sais quelle donnée dite objective qui n'existe pas. Je suis toujours bien de le rappeler, qu'il y a une espèce de... Oui, que les lois se sont faites comme ça, et qu'on on a souvent décrété comme légal ce qui n'était jamais que ce qui permettait à ceux qui avaient le pouvoir de consolider leur place. C'est eux Oui. qui ont la main sur, en décrétant que ça c'est juste et ça c'est pas juste, au nom de leurs propres intérêts. Il n'y Donc, a pas de socle, il y a pas de socle de valeurs universelles, ce qu'avant on appelait la théorie du droit naturel, c'est-à-dire à la naissance, il y a des, alors il y en a pas beaucoup hein, d'ailleurs des droits hein, comme ça, hein, il y en avait juste quelques-uns, mais comme le droit à la vie, le droit de conserver son existence, etc. Le droit à une certaine liberté, de ne pas subir une oppression, etc. Donc pour vous tout ça, ça n'existe pas. C'est il peut y avoir de valeur que dans le cadre d'un accord concerté et contextuel, c'est ça? si vraiment on veut faire de la philosophie, ce qui n'est pas exactement ma manière, mais il y a un truc que j'avais proposé, mais vraiment à titre d'hypothèse comme ça, où je dirais de méditation dans Notre Joie, un autre de mes livres, j'avais parlé du cogito vitaliste. Et je disais que dans la mesure, enfin dans la continuité de Descartes, mais en le renversant plutôt du côté du vitalisme, c'était de dire dans la mesure où je ne peux énoncer une loi que, enfin le présupposé du fait que je puisse énoncer une loi, c'est que je suis vivant. Alors la moindre des choses, c'est que cette loi pose toujours comme un absolu la vie elle-même. Voilà. Et que donc, ça peut être déjà ça, c'est un principe de base. Dans la mesure où je suis vivant, eh bien, le principe de base sur lequel nous pouvons tous nous entendre, c'est que il faut toujours, dans la mesure, enfin, dans la mesure du possible, défendre la vie. Défendre la vie en tant que vivante, quoi, tout simplement. Bon, après, il arrive qu'on doive donner la mort à des gens au nom de la cause vitale. Et c'est là qu'on les choses se compliquent et qu'on rentre dans l'histoire. Voilà. Mais bon, si vraiment vous voulez un fondement, je n'en vois pas d'autre que celui-là. Ce qui fait de moi un nihiliste quand même très très comme modéré. Je dirais, Oui. moi je me sens pas du tout nihiliste parce que ce n'est pas parce que vous considérez qu'il y a un arbitraire des valeurs morales Bah, ce sont que des illusions. En fait, l'idée c'est le nihilisme, c'est de dire tout ça, c'est de l'illusion. tout à fait. Il y a pas de juste ou d'injuste, Ah ouais, et donc on peut imposer les valeurs qu'on veut d'une certaine manière si on va jusqu'au bout. tout à Euh, fait. C'est un peu la force qui prime, d'où le rapport de force. C'est-à-dire qu'il faut imposer sa force si on veut imposer ses valeurs, mais on les imposera pas argumentativement, on les imposera pas philosophiquement. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Ce sont toujours des intérêts qui imposent un code moral à d'autres intérêts. Alors après, ce qu'on espère quand on est de gauche, c'est que les intérêts qui président, enfin qui sont préservés par certains systèmes moraux, soient, comme on dirait, l'intérêt du plus grand nombre. Voilà ce qu'on peut dire abstraitement. Mais après, tout ça, ça doit se rejouer dans tel ou tel sujet de société. alors dans le texte qui s'intitule Ton milieu, vous vous définissez comme chrétien et vendéen. En quel sens, François Bégodeau, êtes-vous chrétien et vendéen? C'est-à-dire quel est votre héritage peut-être de ces de ces deux mots, hein, de ces deux identités. Je vais peut-être pas utiliser le terme identité qui sera peut-être un peu fort, mais Non, ouais, oui, il faut resituer un peu le texte. Je dis pas je suis chrétien vendéen, ou alors je le dis de façon un peu drôlatique justement, ou un peu auto-ironique. Évidemment que ces deux termes sont pas très à même de définir la personne que je suis. Mais si je voulais, comme tout à l'heure, je disais qu'on était multidéterminé, qu'il y avait tout un tas de choses qui avaient façonné notre personnalité. Bon, bah moi, je pense que ça, ce qui a façonné fondamentalement ma personnalité, c'est d'avoir grandi dans une famille de gauche, deux, dans une famille, alors pour le coup, de classe moyenne ou de petite bourgeoisie intellectuelle, genre des profs, trois, dans un milieu de fonctionnaires, ça je pense que c'est très important, ça m'a beaucoup constitué, parce que je pense qu'il y a un état d'esprit fonctionnaire, d'une certaine manière, et d'ailleurs la fonction publique, c'est déjà quelque chose qui est un peu arraché à la loi du marché, puisque, comme je le disais en introduction, et puis, bah, pourquoi pas, oui, effectivement, le fait d'avoir grandi dans telle région, la Vendée, puis la Loire-Atlantique, c'est-à-dire deux départements limitrophes. Peut-être que la proximité de l'Atlantique, ça fait quelque chose. Peut-être que je sais pas, d'être dans des régions ligériennes, c'est-à-dire traversées par la Loire.
ça induit quelque chose, je n'en sais rien, mais si je voulais faire tout le bilan, bah, je pourrais mentionner tout ça. Et par ailleurs, chrétien, bon, on pourrait dire que la France est quand même marquée par son antériorité chrétienne, en tout cas son socle chrétien, et que donc, bah, à ce titre-là, ça a dû me marquer moi aussi. Bah, il y a quand même un bain dans lequel on évolue, il y a des motifs, il y a des symboles, il Est-ce y que a vous même... croyez en Dieu? Est-ce que vous croyez en Dieu? Ou c'est peut-être une question Ouais, indiscrète, hein, mais j'y répondrai pas comme ça à brûle pour point. J'ai tourné autour du pot de cette question dans un livre qui s'appelle Une certaine inquiétude, où je discutais avec un chrétien qui, lui, disait croire en Dieu. Et moi, je me tenais plutôt en lisière du christianisme. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'individuellement, moi, je viens d'une famille pas du tout de culture chrétienne, au sens où mes parents étaient quand même plutôt anticléricaux, par exemple, hein, et assez remontés contre les bondieuseries, comme ils pourraient dire eux-mêmes. Et que moi, peu à peu, j'ai appris à considérer le texte chrétien avec beaucoup d'intérêt, parfois même beaucoup d'émotion. J'ai lu beaucoup d'auteurs chrétiens, j'ai lu les textes fondamentaux du christianisme, fondateurs, disons. Donc oui, je suis marqué par ça, mais au même titre que je suis aussi marqué par tel cinéaste iranien que j'adore, ou tel écrivain américain, ou tel groupe de punk rock australien. Ouais, c'est tout ça qui finit par faire votre paysage personnel. est-ce que ça vous semble conciliable? Alors, je ne parle pas forcément de vous-même, mais j'élargis vraiment la réflexion. Un engagement euh, communiste, une adhésion à l'analyse de Karl Marx ou au marxisme en général, avec justement aussi des convictions religieuses, quelles qu'elles soient. Hein, elle peut être chrétienne, musulmane ou autre. Est-ce que pour vous, ça vous semble conciliable? Ou est-ce que vous diriez, bah, si on veut être cohérent jusqu'au bout, hein, parce que la cohérence c'est quand même quelque chose d'important, quand on est dans une lecture matérialiste de type marxiste justement, eh bien c'est pas vraiment conciliable puisque on va considérer que c'est une illusion, que c'est une production, donc la superstructure est une production, c'est-à-dire toute l'idéologie en général est une production des rapports de classe, et donc il n'y a pas de réalité spirituelle ou métaphysique. Donc, quelle serait votre position là-dessus? Moi, je pense que plutôt que d'avoir une position là-dessus, je peux avoir une observation. Parce que moi, j'aime bien les faits, moi. Moi, j'aime bien regarder comment se passe la vie. C'est sur ça que je fonde ma pensée. Ce qui me paraît la moindre des choses. J'aimerais bien qu'on soit plus nombreux à opérer de la sorte. Je constate factuellement que dans l'histoire, et encore récemment, et encore à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'individus qui se sont dit chrétiens et marxistes, ou chrétiens et communistes. Voilà. Et donc, il semblerait que c'était compatible dans le corps de ces gens-là, ce qui n'est pas rien. Donc, eux, je pense qu'on peut tout faire avec la religion. On sait très bien que on peut très bien faire une lecture du christianisme et en tirer un certain nombre de prescriptions fascistes. On peut faire une lecture du christianisme et en tirer, je sais pas quoi, de dire que finalement je suis un libéral et c'est très conforme avec le christianisme. On peut donc tout à fait tirer du texte chrétien tout un tas d'éléments qui rejoindront un certain nombre de postulats communistes ou d'orientation communiste ou de désir communiste ou voilà de rêverie communiste si on veut dire. Bon bah voilà, donc c'est des agencements qui sont tout à fait possibles à faire. Et moi oui, je crois qu'il y a dans le texte chrétien notamment des choses qui sont tout à fait compatibles avec un tempérament communiste ou avec des orientations communistes. Je pense que ça a été suffisamment dit, suffisamment glosé, je l'ai un peu fait moi-même dans le livre dont je parlais, donc c'est tout à fait possible. Mais je n'ignore pas que le même texte pourrait être tout à fait interprété à l'inverse par quelqu'un qui aurait des postulats idéologiques contraires aux miens. De toute façon, on sait bien que c'est comme dans l'islam. Hein, je veux dire, vous avez des musulmans de gauche, des musulmans de droite, des musulmans d'extrême droite, des musulmans d'extrême gauche. Enfin, il y a tout, quoi. Dans les religions, tout est possible. Ce qui est un peu la splendeur et la misère des textes chrétiens ou des textes religieux, je veux dire, c'est-à-dire qu'on peut en faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi. Ce qui fait que j'en viens quand même à mon point, là où je serais intransigeant et ce qui me paraît incompatible avec une orientation, comment dire, égalitaire, communiste et émancipatrice, c'est l'idée que la religion puisse s'instituer comme force politique qui gouvernerait les individus. Donc je pense que là-dessus, il faut être absolument implacable. Il ne peut pas y avoir de christianisme d'État communisme. Donc Il peut pas y vous êtes laïque. avoir. Oh, bah, c'est même très au-delà de ça. Je veux dire, c'est même pas. J'ai même pas besoin de la notion de laïcité. Je pense que toute théocratie est fasciste.
voilà, dans son essence, puisque de toute façon, comment dire, il s'agirait de gouverner au nom de principes qui ont été établis spirituellement et par des entités très très au-dessus de nous, des entités célestes, espèce de vérité révélée et donc à ce titre-là indiscutable. Et il s'agirait que une communauté humaine se plie à ces vérités dites révélées. C'est tout à fait à l'inverse de l'idée que j'ai de la démocratie. Ou pour moi, au contraire, c'est la communauté humaine qui doit inventer par la délibération, par les pratiques, par les luttes, par le conflit, par la confrontation, ses propres valeurs, sa propre organisation. Il se peut que individuellement, un individu, par exemple, peut tout à fait s'engager politiquement du côté du communisme et que sa foi, que ce soit sa foi chrétienne, sa foi musulmane ou d'autres foi, soit importante dans l'énergie qui le fait s'engager. Ça, je crois beaucoup à ça et j'ai des exemples autour de moi. J'ai des copains musulmans marxistes, j'ai des copains communistes chrétiens et pour qui, c'est-à-dire qu'ils ne font pas complètement la division entre les deux. Ils voient qu'il y a quand même dans l'impulsion politique, quelque chose qui est quand même en partie insufflé par leur foi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Mais ça, c'est des individus. Chacun gère ça. Mais par contre, qu'à un moment, une religion devienne le système de valeurs qui préside à l'organisation générale, alors là, ça n'a jamais de la vie. Donc, c'est tout. C'est la Qu'est-ce que seule vous limite. pensez de cette idée que les idéologies politiques qui ont été dominantes au XXe siècle, hein, c'est-à-dire qui sont retrouvées mises en pratique partiellement ou complètement à la tête d'un certain nombre d'États, ont finalement épousé le destin d'une espèce de religion séculière avec un dogmatisme aussi bien dans le communisme que dans les régimes autoritaires ou fascistes plus à droite. Voilà. Et donc finalement, ce que vous décriviez sur la théocratie, est-ce que finalement c'est pas un phénomène très humain de dogmatisme idéologique et qu'on a retrouvé dans à peu près toutes les idéologies, y compris le capitalisme aujourd'hui, on le voit bien, qui est totalement compatible avec les régimes autoritaires ou illibéraux, comme on dit. Voilà. Je pense que c'est quand même parfois quand même un peu un écart de langage ou un peu un excès métaphorique que d'appeler le communisme une religion ou qu'il a eu un pouvoir de religion quand il a pris le pouvoir dans certains pays et que le capitalisme lui-même serait une religion, etc. Je vois bien qu'il y a une part de vérité là-dedans, mais je pense qu'il faut quand même remettre les choses à leur place, à leur juste place par rapport à ça. Faut pas trop prendre au pied de la lettre la métaphore, parce que ça finirait par dire pas grand-chose finalement. Bon, par ailleurs, je suis assez d'accord avec vous. Il est évident qu'il y avait une propagande d'État dans les pays dits communistes qui relevait presque de la religion séculaire, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. À partir de quel moment, finalement, parce que tout État dispense toujours une propagande. Ça, c'est vrai. C'est vrai de tous les pays, de tous les temps. Il y a toujours une propagande, quoi. L'État est toujours en train de balancer dans le corps social ou parmi les sujets subalternes, euh, des éléments de langage, des éléments de propagande et des éléments idéologiques qui sont à même de subordonner les corps et de de leur faire accepter la situation. Bon, je pense que c'est une pente de n'importe quelle institution, d'ailleurs en général, et la plus grande de toutes les institutions, à savoir l'État. Mais et oui, c'est vrai que ce qui peut être une stratégie, par exemple, le capitalisme actuel déploie beaucoup aussi d'éléments de langage ou d'éléments de propagande, c'est vrai. Et son but, c'est toujours de se naturaliser. C'est toujours un peu ça la chose, c'est de dire en fait, c'est de faire passer l'état des choses comme étant une fatalité naturelle. Puisque les choses sont organisées là-dessus, comme ça, c'est parce qu'il y avait une nécessité à ce qu'elles soient organisées comme ça. Et il en découle après qu'il y a un certain nombre de vérités qui sont dites indiscutables. On ne devrait pas discuter, ça ne se discute plus. Donc de la même façon, dans le même temps que Thatcher nous dit there is no alternative, il n'y a qu'un système possible parce que c'est comme ça que ça marche, les lois de la nature font que, eh bien, vous avez des éléments de propagande qui vous disent on ne peut pas penser autrement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comment penser dans ce cadre-là, et toute pensée alternative est nulle et non avenue. C'est comme ça qu'il faut penser parce que, ma foi, il n'y a pas d'autre manière de penser que celle-là. Et donc, je vous rejoins là-dessus. Il y a des effets pratiquement de théocratie dans des régimes qui, a priori, ne sont pas théocratiques. Après, je pense qu'il y a quand même une petite nuance, parce que ce qui est redoutable dans la théocratie, c'est qu'encore une fois, on se réfère à une vérité révélée et qui, elle, est décrétée de toute façon, indiscutable dès le début. Alors que, donc voilà, je pense qu'il y a quand même un peu des degrés entre
les théocraties qui disent pas leur nom dans les pays, par exemple, disons, des démocraties libérales, comme on dit, et des théocraties qui disent leur nom dans un certain nombre de pays qu'on connaît. C'est quand même pas exactement la même chose. Il faut maintenir quand même des petites différences de degré. Mais moi, je suis assez d'accord, hein. Je pense qu'il y a un truc, par exemple, qui s'est passé en France, on le sait bien, avec ce qu'on pourrait appeler les valeurs de la République, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'à un moment, alors que la République, c'était tout à fait l'inverse dans le principe. C'était que précisément tout est discutable. La chose publique appartenant à tout le monde, chaque citoyen est à même de pouvoir toujours discuter les modes d'organisation qu'on s'est donnés pour éventuellement les changer, les modifier, les critiquer. C'était ça, être un républicain dans un sens grec très très ancien ou dans un sens révolutionnaire 1789. Et puis peu à peu, eh bien, de fil en aiguille, de décennie en décennie, on nous a inventé les valeurs de la République, ce qui ne devrait pas exister. La seule valeur de la République, c'est la République elle-même, telle que je viens de la définir, comme une espace de délibération possible où tout peut être discuté. Et là, à l'inverse, on édifiait les valeurs de la République, et alors là, pour le coup, étaient indiscutables. C'est-à-dire que c'était soit tu les acceptes, soit tu les acceptes pas. Si tu les acceptes pas, tu es du côté de l'anti-France. Enfin, tu es pratiquement un agent de l'étranger. Et là, on a vu se remettre en place une espèce de religion républicaine, se mettre en place une religion républicaine depuis, moi je dirais depuis les années 80-90, avec une grosse poussée depuis les années 90, allez, des années 2000-2010. Bon, on sait bien d'ailleurs quelle religion en a été la cible privilégiée, on connaît toute cette histoire, je crois qu'elle a été suffisamment racontée, on est en plein dedans, ça ne s'est pas calmé depuis, et oui, de toute façon, à partir du moment dans une société donnée, des choses sont décrétées indiscutables, alors là, on est toujours en voie, on pourrait dire, de fascisation, ou en voie de, oui, de théocratisme, d'une certaine manière. Or, c'est un peu ce qui s'est passé. Je veux dire, je lisais là, aujourd'hui même un très très bon texte de Judith Bernard sur la série qui s'appelle Des Vivants et qui passe en ce moment, enfin qui est regardable sur les replays de France Télévisions, et qui revient sur un certain nombre d'individus, c'est très inspiré de la réalité, qui se sont retrouvés au Bataclan, mais qui se sont retrouvés les derniers otages au Bataclan. Donc ils y ont passé 2 3 heures, ils ont été miraculeusement sauvés par l'intervention de la BRI. Et voilà, et ça raconte un peu l'après, comment ils forment un groupe, un collectif pour se soutenir les uns les autres. Bon, jusqu'ici tout va bien. Mais ce que décrivait très bien Judith Bernard dans son texte, qui est paru aujourd'hui, je crois, ou hier, et qui est tout à fait intéressant. Moi, j'ai pas vu toute la série, j'ai regardé une demi-heure, pour moi c'est insupportable, hein, donc je n'ai pas continué. Mais elle montre qu'il y a un des survivants qui essaie quand même de temps en temps de dire, dans les nombreuses réunions qu'ils font ensemble, pour se tenir un peu, encore une fois, se donner de la chaleur mutuelle, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, je veux dire, ça a été évidemment traumatisant. Bon. Et on y survit comme on peut, et donc je suis très content que ces gens se soient soudés les uns les autres pour pouvoir affronter ce truc-là, quoi. Très bien. Mais il y a un personnage qui visiblement 2 3 fois dans la série essaie de dire, ouais, enfin quand même, finalement, entre ce qu'on a subi ce soir-là au Bataclan et ce qui se passait en Syrie à la même époque, il y a peut-être un petit lien quand même. Voilà, il essaie juste d'injecter le fait que les terroristes n'étaient pas que des espèces de purs monstres, sans aucune intention, sans aucune assise politique. C'était juste là pour vraiment faire une boucherie, point. Parce que c'est des barbares, parce que c'est comme ça, ils sont comme ça. Je veux dire, ils sont nés barbares, ils sont morts barbares, et ils font de la barbarie, quoi. Des espèces de tautologie. Et à partir du moment où on est dans des tautologies, les barbares font de la barbarie, on n'est plus dans la pensée. Et surtout, on exclut le fait qu'on puisse quand même essayer un tout petit peu, une fois le trauma passé, une fois la communion collective très légitime, bon voilà, une fois qu'elle a eu lieu et qu'il y a des commémorations, ce que je trouve tout à fait normal aussi, bah, est-ce qu'on pourrait un peu réfléchir, et peut-être aussi sortir un peu de la tautologie et dire que quand même, pour une part, pas seulement, il y avait quand même une causalité géopolitique dans cette affaire, voilà, bon, autant de choses qui restent à évaluer d'ailleurs, mais encore faudrait-il qu'on nous permette d'essayer d'examiner l'hypothèse. Or, voilà, dans la série, ce que décrit très bien Judith Bernard, dans le texte dont je parle, à chaque fois que celui de cette petite coterie, de ce collectif, on va dire, de ce groupe, vraiment, mais essaie d'émettre peut-être on pourrait aussi réfléchir en ces termes-là, il se fait mais alors rabrouer immédiatement par les 10 autres. Ça, mais non, non, mais c'est inaudible. Eh ben, ça, c'est du fascisme. Ça, c'est du fascisme. C'est aussi barbare que la barbarie. Enfin, alors, peut-être un peu moins sanglant quand même, mais c'est la même chose. À chaque fois qu'on exclut une hypothèse, que même quelque chose ne peut même pas être exploré comme hypothèse de pensée, mais là, on fabrique un dogmatisme pur et dur. Et c'est ça qui s'est passé autour du mot République
depuis quelque temps. Bon, on peut rien discuter, quoi. Bon, de toute façon, on l'a bien vu. Si tu es pas d'accord pour faire une minute de silence le lendemain du 11 septembre 2001, moi je l'ai connu comme prof, ça. Je veux dire, je me souviens qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas voulu faire la minute de silence dans mon lycée qui était à Dreux, en banlieue, en grande banlieue. Et j'avais des collègues qui déjà s'offusquaient. Mais je dis, mais bon, ils ont le droit, quoi. Je veux dire, tu t'es pas obligé d'être d'accord avec leur refus de la minute de silence. Enfin, ils sont pas obligés d'obtempérer non plus, comme si là, il y avait une espèce comme ça de rituel obligé et incontournable qui devait s'imposer à nous. Donc je pense que, voilà, j'ai un peu, pas digressé, mais disons, j'ai été long, mais c'est pour vous dire à quel point je vois bien ce que vous entendez par des déviances théocratiques qui ne se connaissent pas dans des pays dits démocrates et libéraux. Alors dans le texte qui s'intitule Il y a rien qui va, vous faites la critique de l'usage excessif du langage pour dissimuler les choses, ou plus exactement pour dissimuler l'absence de profondeur, le caractère superficiel du monde bourgeois. Je vais lire un passage. Donc vous dites, page 110, la logosphère nommée France est attentive aux mots davantage qu'aux choses. Dans les existences françaises ordonnées au réseau, les mots sont une activité à temps plein et l'objet principal des débats, des commentaires, des vidéos, des mots. Alors vous dites, vous défendez la même idée dans un peu plus loin, quelques pages plus loin, et où vous dites tout simplement, ce primat accordé à la forme est le signe distinctif d'une classe qui décidément manque de fond. Est-ce que vous pouvez, en deux mots, développer cette idée du caractère, enfin de l'usage artificiel du langage qui ne renvoie plus à une signification concrète et réelle? Parce que cette réflexion sur l'usage opportuniste du langage est assez présente dans ce livre. J'aurais pu citer d'autres textes à ce propos-là. Est-ce que vous pouvez peut-être développer en deux points et peut-être nous donner un exemple ou deux pour qu'on saisisse avec acuité cette idée-là? Bon, je pense que c'est le travail de base de la pensée que de pointer, repérer les mots creux qui circulent. Voilà. Il y a des mots qui circulent dans l'espace social, et en fait, quand on les prend, bah, il n'y a rien dedans. Et pourtant, ils ont l'air d'avoir un usage social, ils ont l'air de contenter beaucoup de gens, en tout cas leurs usagers. Et le travail minimum de la pensée, c'est de dire, en fait, non, là où tu dis ça, en fait, tu dis rien. Donc, quel est l'intérêt que tu as à continuer à promouvoir ce mot? Parce que c'est ça qu'il faut utiliser, maintenant analyser en deuxième main. C'est premièrement, tel mot circule et est creux. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il circule si bien alors qu'il est creux? Quels intérêts sert ce mot? Alors là, par exemple, dans Il y a rien qui va, j'essaie de pointer le fait que tout un pan de la bourgeoisie depuis quelques années, après avoir été très très longuement réfractaire à ce paradigme, s'est converti au féminisme. Mais comme je considère que la bourgeoisie est une sorte de fait commercial total, et qu'on gagne toujours à analyser les comportements bourgeois comme étant des stratégies commerciales, des stratégies marketing, même là où on dirait qu'il n'y a pas de stratégie marketing, eh bien je pense que le féminisme dans un certain milieu bourgeois depuis quelques années est une sorte de cachet qu'on se donne grâce à des mots ou grâce à la vigilance sur des mots méchants. C'est ce qui m'arrive ce soir-là dans l'anecdote que je raconte et qui est réelle pour le coup, dans ce texte qui s'appelle Il n'y a rien qui va. Donc c'est du féminisme d'apparat. C'est un accessoire, comme on parle de sac à main, comme d'accessoire. Ça fait bien dans la panoplie bourgeoise, qui est toujours une panoplie un peu marketing, parce que les bourgeois sont toujours un peu en train de se vendre eux-mêmes pour, comment dire, consolider leur capital économique, consolider leur réseau. Donc il faut toujours se donner une certaine richesse, une certaine valeur commerciale soi-même dans sa circulation sociale. Parce que je pense que le bourgeois est fondamentalement toujours en train de faire des affaires, même quand il n'a pas l'air d'en faire. Donc les dîners en ville, c'est les affaires qui continuent. On fait du réseau, et le réseau, ça peut être de l'entraide. Un réseau social peut se transformer en association capitalistique, voilà. Et donc je pense que le féminisme
en tout cas un certain cachet féminisme, ou certaines poses féministes qui passent essentiellement par des mots, beaucoup plus que par des pratiques, eh bien, fait partie maintenant de la panoplie commerciale de la bourgeoisie. Et donc, du coup, inversement, un certain pan de la bourgeoisie aime beaucoup montrer une grande vigilance et une grande intransigeance par rapport à des mots aussi, des formulations, des tournures, parfois autour d'une table, dans un restaurant, comme c'était le cas ce soir-là, qui dérogeraient à la bonne conduite féministe. Puisque pour eux, c'est essentiellement d'ailleurs un code moral. C'est un code à la fois moral, social et marketing, qui n'a pas beaucoup de contenu. Par ailleurs, qui fait d'ailleurs l'économie de ce que serait une analyse féministe profonde des rapports de classe ou des rapports de genre, plus spécifiquement. Non, non, c'est du féminisme d'apparat, quoi. Voilà. Donc, oui, je pense que ce double réflexe est toujours intéressant pour comprendre un certain nombre d'attitudes sociales. C'est pourquoi utilise-t-il ce mot? Enfin, notez que le mot qui est très utilisé n'a aucun contenu. Et deuxièmement, comment se fait-il qu'ils aient tant intérêt à l'utiliser? Voilà. Et ça vaudrait, je pense, pour plein de mots frauduleux qui circulent dans l'espace, notamment médiatico-politique, quoi, qui est un espace qui est une espèce de foisonnement de mots, quoi. C'est la fête des mots, l'espace médiatico-politique. Ça ne sont jamais que des mots. C'est rarement des pratiques, rarement des actes, hélas. Donc c'est des mots et il faut toujours voir de quoi la circulation d'un nom creux est le nom. Voilà. Je pense que par exemple, c'est ce que je fais dans un des textes que vous avez mentionné tout à l'heure. Imposture du syndrome. Bon, j'ai renversé le fameux syndrome de l'imposteur. Je note que ce syndrome a une espèce de vogue dingue depuis 10 ans. Moi, j'entendais jamais parler de syndrome de l'imposteur il y a 15 ans. Maintenant, tout le monde en parle, tout le temps. J'entends toujours des gens dire, ouais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, moi, tu sais. Oh, lui, il aurait pas un peu le syndrome de l'imposteur. Bon, alors, moi, je note ça. Moi, je pense que ça a pas beaucoup de contenu. J'essaie de le déconstruire. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils tiennent tellement à avoir le syndrome de l'imposteur? En fait, quel est l'intérêt au travail, quoi? Qu'est-ce qui les, comment dire, qu'est-ce qui les arrange là-dedans? Quel est leur calcul social dans cette affaire? Et donc, j'essaie de voir de quelle entourloupe le syndrome de l'imposture autoproclamé est le masque. Alors vous parliez de féminisme, hein, François Bégodeau. Vous avez fait l'objet d'une comparution pour diffamation à caractère sexiste. Cette expérience, vous en parlez rapidement et vous développez. Cette expérience vous a inspiré l'écriture d'une nouvelle ou d'un texte qui s'intitule Le féminisme tardif, dans lequel, hein, dans ce texte, vous écrivez, hein, je vais lire un passage, devant la vague MeToo, l'homme de droite construit une digue, mais l'homme de gauche veut se la prendre en pleine face, que le rouleau lui fasse un effet machine à laver, qu'il en ressorte lavé, purgé. C'est le pli de base d'une pensée occidentale de gauche. S'inclure dans le problème et aussi se proclamer insolemment la solution. Deux faces du même orgueil, c'est moi qui ai merdé, c'est moi qui vais réparer. Pour me laver de mes vices antérieurs, je me ferai vertueux. Ancien coupable, je me ferai juge. Dans ce récit, François Bégodeau, est-ce que vous dénoncez l'émergence, depuis MeToo, de ce que j'appellerais un puritanisme de gauche sur certaines questions? Je ne sais pas si je le dirais comme ça. Moi, j'essaie toujours de décrire des comportements un peu précis. Là, en l'occurrence, dans le féministe tardif, je parle vraiment d'un individu auquel j'ai eu affaire, dont j'ai bien compris qu'il se reprochait beaucoup tout seul dans sa tête à un âge qui doit être assez approchant du mien, disons la cinquantaine, avoir été assez peu regardant sur ses attitudes sexistes pendant une bonne trentaine d'années. Et comme il s'en veut beaucoup à lui-même et que maintenant il est en mode un peu rachat, genre il se flagelle un peu, mais maintenant je serai féministe, je serai un féministe intraitable, parce que quand même j'ai des choses à me faire pardonner, j'ai parfois été un peu léger, on va dire, sur certaines attitudes, notamment dans le milieu, bon en l'occurrence anarchiste, mais plein d'autres milieux sont concernés, hein. Les gens de mon âge savent ça. Qu'à ce moment-là, il entre dans la catégorie, pour une catégorie cauchemardesque, infréquentable, qui est celle des plus royalistes que le roi, plus blanc que blanc, plus féministe que féministe, le fameux zèle des néo-convertis. Comme j'ai des choses à me reprocher à moi-même, alors je vais me faire procureur. Il faut toujours se méfier des procureurs. Méfiez-vous des hommes indignés, disait Nietzsche, à peu près. Euh, Méfiez-vous des donneurs de leçons. C'est sans doute à eux-mêmes qu'ils sont en train de se donner une leçon via d'autres personnes, en prenant d'autres personnes comme bouc émissaire. Et donc là, quand j'entendais ce monsieur qui me faisait des leçons,
à propos de pas grand-chose, je me disais, toi, tu dois avoir beaucoup de choses à te reprocher. Donc, on a effectivement, le résultat, c'est des gens vont devenir plus intransigeants que l'intransigeance, beaucoup plus féministes que ce qu'on leur demande d'être, ou beaucoup plus antiracistes d'ailleurs que ce qu'on leur demande d'être, hein, parce que tous ces paradigmes connaissent à peu près les mêmes écueils, en fait. Finalement, c'est un invariant. Le néo-converti, ça fait longtemps que ça dure, quoi. On sait que c'est toujours les plus zélés, les plus fanatiques, les plus horribles. Donc oui, là, du coup, au bout, ça donne ce que vous pouvez appeler un puritanisme de gauche, ce qu'on pourrait appeler tout simplement un fanatisme moral. Mais surtout, ces gens-là ne pensent que moralement. C'est-à-dire que pour eux, le féminisme, c'est simplement une instance morale par rapport à laquelle ils ont fauté pendant un temps et par rapport à laquelle désormais ils ont décidé d'être vertueux. Bon, quand on problématise la chose politique en termes strictement moraux, bah, ça donne forcément une sorte de vacuité, de bêtises aussi, de crétinerie, et puis bah, ça donne des gens qui du coup deviennent des professionnels du sermon, hein. Ils vous font des sermons à propos de tout, en espérant que les 150 sermons qu'ils délivreront jusqu'à la fin de leur jour rachèteront les 150 fautes qu'ils ont faites pendant la première partie de leur vie. Bon, tout ça, c'est des petits comptes moraux qui règlent avec le même et qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'intelligence politique et qui n'ont surtout pas grand-chose à voir avec l'efficacité politique. Donc oui, c'est vrai qu'en ce moment à gauche, mais j'y ai surtout consacré un livre antérieur qui s'appelait Comme une mule, qui était assez dense et qui traitait ces sujets-là, entre autres choses. Donc j'y renvoie s'il y a des gens qui s'intéressent. Oui, c'est vrai que on a vu débarquer à gauche depuis une dizaine d'années. Bon, ça fait longtemps que ça dure, mais peut-être avec une certaine intensité depuis 10 ans. Bon, des grands donneurs de leçons qui sont quand même en train de bousiller de l'intérieur la gauche par ailleurs, qui s'en rendent pas compte probablement, à moins que ce soit leur ambition inconsciente. Peut-être qu'en fait, une espèce de sabotage auquel ils participent. En tout cas, il faut qu'ils se rendent compte assez vite. On est quand même de plus en plus nombreux à leur dire qu'ils sont en train de tout bousiller. Bon, pour l'instant, je pense qu'ils s'en rendent pas encore assez compte. Mais il y a un moment, peut-être que quand vraiment tout sera dévasté à gauche, peut-être qu'ils commenceront à se rendre compte que non mais ouais, c'est vrai. En même temps, moi, j'ai exclu 4 personnes d'un collectif où on était 9. Donc du coup, on s'est retrouvé 5. Et bah du coup, après, on est un. Voilà. Donc la dévastation est en cours, ou l'autodévastation. Alors sur les questions politiques, François Bégodeau, vous écrivez dans un texte qui s'intitule C'est dans la tête, vous dites l'antifasciste a mentalement besoin de la possibilité du fascisme qui l'équilibre, qui entretient son moral. La possibilité du fascisme offre cette autre satisfaction d'induire la possibilité de la politique. Le partisan de gauche vit de l'espoir que la politique change les choses et que, par exemple, le politique dirige l'économique et non l'inverse. Le cauchemar récurrent du politisé de gauche est un monde sans politique. Et je vais citer très rapidement un autre passage qui rejoint un petit peu cette idée dans un autre texte qui s'appelle Je parle sous votre contrôle, où vous écrivez, je cite, avec beaucoup d'humour, si le capitalisme est vaincu, je suis dans la panade. Si mon mur porteur s'écroule, une partie de mon édifice social s'effondre. Je perds une source de revenus et de plaisir. Drôle de dealer dont je me plais à déjouer les ruses et détailler la toxicité. Fournisseur fidèle, meilleur ennemi. Voilà, donc on a cette idée-là que donc l'antifasciste a besoin de la possibilité du fascisme pour exister, finalement, pour donner un sens à sa vie, et l'anticapitaliste dans le second texte, et voilà, fait le même constat avec un caractère un peu plus intéressé. Est-ce que pour vous, c'est dans ces observations sociales que vous faites, est-ce que c'est pour dénoncer une forme de cynisme inévitable de la vie politique, où finalement ça deviendrait une espèce de niche, espèce de niche politique, voilà, on est des antifascistes, on a absolument besoin, il faut absolument qu'il y ait du fascisme pour qu'on puisse exister, ou bien on est dans anticapitalisme. Alors bon, le capitalisme est un phénomène social total, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, hein, on peut même parler à mon avis de totalitarisme marchand aujourd'hui. Donc de toute façon, on est vraiment pas encore dans la phase où on peut imaginer un monde. Il y a un penseur qui disait qu'il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Voilà. Voilà. Donc Je connais pas cette phrase. Ouais. c'est une idée qui montre la force vraiment de cet ancrage dans la conscience. Donc est-ce que pour vous c'est une forme de cynisme ce constat-là? Alors, il faut être un peu rigoureux là-dessus. Ce qui serait pour moi du cynisme. Bon, moi, j'aime pas beaucoup utiliser ce mot pour une raison simple, c'est que j'aime bien les cyniques grecs, genre C'était Diogène. pas le même sens. C'était pas le même sens. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai toujours du mal à appeler cynisme ce qu'on va décrire maintenant, qu'on pourrait aussi appeler tout simplement opportunisme. Hein. Opportunisme.
Et ça serait quoi? En l'occurrence, l'opportunisme, c'est le type qui se dit, bon, alors moi, je suis un intellectuel, donc moi, je veux vendre des livres. Qu'est-ce qui marche bien en ce moment? L'anticapitalisme. Oh, bah tiens, je vais prendre des accents anticapitalistes. Et merci le capitalisme, parce que c'est toi qui vas me faire vivre. Voilà, je vais faire ça. Ça, c'est vraiment de l'opportunisme pur et dur, complètement insincère, voilà. Dans le cas de, par exemple, des antifascistes que je décris, en tout cas de certains affects d'antifascisme, parce que je ne veux pas du tout réfuter l'antifascisme, mais il m'a semblé repérer chez certains antifascistes, j'en connais beaucoup, j'en ai beaucoup croisé dans ma vie, une sorte de fascination pour l'adversaire et parfois une façon de d'exagérer le danger fasciste comme si ils avaient besoin du danger fasciste pour eux-mêmes entretenir leur propre vitalité. Alors ça, c'est pas exactement un calcul opportuniste, c'est plutôt une tambouille affective bizarre qui fait que finalement, j'ai quand même un peu besoin pour, comment dire, pour ma propre survie, ma propre vitalité, ma propre adrénaline, de ce que je combats corps et âme et jour et nuit. C'est vrai que c'est des drôles d'ambiguïté qu'on retrouvera dans l'engagement politique ou dans les affects politiques. Et c'est vrai que quelqu'un qui, comment dire, serait un militant anticapitaliste farouche et qui, d'une certaine manière, y a pris un certain plaisir, parce que je pense qu'il y a une certaine exaltation du militantisme et du combat. C'est pas que sacrificiel le combat, et j'ose espérer que c'est pas que sacrificiel d'ailleurs. Il faut y prendre du plaisir, et c'est parce qu'on y prend du plaisir qu'on combat aussi. Et ben, le jour, où, effectivement, d'un seul coup, le capitalisme dégringole, admettons, soyons dingues, ah, ben quelque part, je pense qu'il aura une sorte de dépression. Une espèce de dépression postpartum, en quelque sorte, ou un truc, une gueule de bois, en quelque sorte. Parce que, quand même, il s'était habitué à adosser sa propre vitalité à ce qu'il combat. Je dénonce personne en disant ça. C'est pas de la dénonciation, c'est de l'analyse, c'est de la dissection d'affect. Et je m'introduis dedans, je m'implique dedans, bien sûr. Et sans auto-flagellation, ni autocritique comme ça douloureuse, pas du tout. J'essaie de me regarder en face et je veux dire, bah oui, en fait, d'un certain point de vue, ça n'épuise pas ma personnalité, mais d'un certain point de vue, comme j'ai une certaine visibilité qui est due, pour une part, à un certain nombre de flèches que j'envoie contre l'état des choses, l'ordre social, et notamment, bon, qu'on peut résumer sous le terme de capitalisme, bah, d'une certaine manière, si je fais un petit raccourci rapide, un peu ironique et un peu ludique quand même, hein, tout ça n'est pas complètement sérieux, mais je peux dire le capitalisme me fait vivre. Bon, je veux dire, tout à l'heure je parlais d'un livre qui s'appelle Histoire de ta bêtise et qui dressait le portrait de la bourgeoisie. C'est un de mes livres qui s'est vendu le mieux, un de mes livres qui s'est vendu le mieux, qui a dû se vendre à soit 80 000 exemplaires, ce qui quand même fait pas mal de revenus en droit d'auteur, donc c'est pas mal ça. Moi. Donc je pourrais dire, bah, merci la bourgeoisie, merci les bourgeois, merci les bourgeois d'être tellement détestables que tout un tas de gens qui vous détestent ont trouvé ce livre tout à fait plaisant parce que il était particulièrement âpre et rude vis-à-vis de la bourgeoisie. Donc bien sûr qu'on sera toujours un peu dans ces ambivalences bizarres. Mais moi, j'appellerais pas ça du cynisme, j'appellerais ben, des ambivalences objectives. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'avoir la lucidité de les constater. Voilà, c'est tout. C'est ça que j'essaie de faire, moi. Ne nous racontons pas trop d'histoires quand même sur ce qu'est notre position sociale. Elle est trouée de, non pas de contradictions, mais d'ambivalence et de paradoxes un peu savoureux. Bien sûr, comment dire, c'est comme un historien qui aurait fait toute sa carrière en produisant des recherches et des travaux extraordinairement judicieux sur le nazisme. Bah, d'une certaine manière, pendant 50 ans, il aura gagné sa croûte en détaillant par le menu la barbarie superlative des nazis. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et jamais je lui jetterai la pierre en disant t'es quand même un sacré profiteur de nazis, toi. C'est pas ça l'idée. Donc c'est pour ça que le mot cynisme ne me paraît pas pertinent. C'est vraiment des comportements dont il n'y a pas à se flageller. Encore une fois, j'insiste lourdement là-dessus. Dans psychologie, je suis jamais d'humeur morale. Simplement, moi, j'essaie d'exercer mon travail de lucidité, quoi. J'essaie d'être lucide sur moi, j'essaie d'être lucide sur les autres, et voilà. Je pense que tout ce qu'il y a à faire dans cette affaire, c'est qu'on on se le dise, on se le dise calmement les uns aux autres. Bon, faut pas se mentir. C'est vrai que quand on fait des réunions anticapitalistes où on n'arrête pas de gueuler contre le capitalisme, eh ben, d'une certaine manière, on prend du plaisir à ces réunions. Voilà. Pas seulement. Ça n'enlève rien à la sincérité de notre colère, de notre rage, de notre exaspération devant ce léviathan dévastateur.
Mais je pense que c'est quand même intéressant. Moi, de toute façon, j'aime toujours bien disséquer les affects qui président à l'engagement politique. Et bah, l'engagement politique, il n'est pas que pavé de vertu. Il y a de l'intérêt, c'est ce que vous dites. Hein. Vous, Bien dans une sûr. des nouvelles, vous parlez de l'intérêt de celui qui va tracter sur les, voilà, l'anticommuniste, enfin le communiste qui va tracter. Il y prend du plaisir. Et donc finalement, l'intérêt est une composante nécessaire d'une certaine manière de l'engagement politique. Mais la question, c'est de savoir est-ce que pour vous l'aspect idéaliste ou l'aspect, disons j'allais dire vertueux, mais peut-être dans un sens où voilà, c'est quelque chose qui est louable, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, quelque chose de positif dans l'engagement. Est-ce que c'est une manière de justifier cette part d'intérêt ou est-ce que c'est des choses qui coexistent et finalement qui voilà, qui l'une n'est pas la justification de l'autre? Ouais, tout à fait. Je pense que l'une n'annule pas l'autre, l'une ne justifie pas l'autre, mais tout ça ne s'annule pas, tout ça est, comment dire, c'est des contiguïtés qui ont lieu au sein d'un même individu. Je pense qu'il y a quelque chose, oui, encore une fois, la vertu, elle est toujours composite, quoi. Ce qui fait qu'au bout du compte, en fait, ce à quoi on devrait s'en tenir toujours, une fois qu'on a fait le travail salutaire de dissection psychologique des comportements, qu'est-ce qui mobilise quelqu'un quand il se mobilise? Qu'est-ce qui meut quelqu'un quand il se meut? Bon, ça, voilà, c'est le travail que j'essaie de faire, qui me paraît intéressant. Voilà, bon, si on s'intéresse à l'élucidation, ben, on prendra du plaisir à mon livre, je pense. Et puis si on s'en fout, puis on ne lira pas, et tout va bien. Et puis, bah, ça n'empêche pas qu'après, ce qui compte au bout du compte, c'est quoi? C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et quelles que soient les motivations qui ont fait que je me suis retrouvé dans tel ou tel collectif zadiste qui s'insurge et qui essaie de résister à une nouvelle dévastation, un nouveau bétonnage dans tel ou tel périmètre de notre pays, quelles que soient les raisons, plus ou moins obscures, plus ou moins d'ailleurs transparentes à moi-même, qui ont fait que je me suis porté du côté de ce collectif et que j'ai ajouté mon énergie à l'énergie collective, l'important c'est ça. En fait, au bout du compte, c'est est-ce que ce que je fais fait du bien au monde ou fait du mal au monde? Voilà. Est-ce que objectivement tu es du côté de la solution ou du côté du problème? C'est ça la vraie question au bout de la chaîne. Et puis après, bon, les motivations, ça c'est une autre affaire. Mais voilà, je pense qu'il faut. De toute façon, je pense qu'on gagne toujours à ne pas se considérer comme puriste, enfin, pas se considérer comme pur et à ne pas être puriste vis-à-vis des autres. Je pense que ça ferait, ce qui nous reviendrait à la question précédente, Oui, sur le pour le puritanisme. Ouais. puritanisme de gauche. Non, non, nous sommes pas des modèles de vertu. En revanche, peut-être que nous pouvons nous dire fièrement et avec arrogance que nous sommes plutôt du côté de la solution que du problème en ce qui concerne l'état du monde. Ça, on a le droit de se le dire. Mais ne croyons pas une seule seconde que nous soyons particulièrement purs, particulièrement vertueux. Ça, je crois pas du tout à ça. Alors vous dites que l'élection, dans votre livre, que l'élection est une farce et que finalement voter relève d'une forme d'infantilisme. Est-ce que, d'une part, vous encouragez ceux qui nous écoutent à s'abstenir d'aller voter. Alors, vous n'êtes pas un militant, vous l'avez bien expliqué, mais disons que, voilà, est-ce que vous considérez que finalement, il serait préférable de ne pas participer à cette farce parce que voilà, vous décrivez l'élection comme une farce, et il serait tout à fait logique d'inciter nos auditeurs à se dire finalement, l'élection n'a aucun sens, elle n'est que le renouvellement du système, elle n'est que la modalité privilégiée du système marchand pour se renouveler. Est-ce que vous dites ça? Donc ça c'est la première question. Et ensuite, du coup, comment vous concevez vous l'action politique? C'est-à-dire, pour vous, ce serait quoi? On exclut l'élection, on met de côté l'élection, et du coup, pour vous, c'est quoi une action politique? Aujourd'hui, on veut s'engager politiquement. Bah, quelle forme d'action politique aurait du sens selon vous? Bon alors, oui, premièrement, moi je préconise rien et je me garderais bien d'appeler à ne pas voter. Ou d'appeler à s'abstenir, je me garderai bien. Non, non, chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience, en admettant que l'âme et la conscience existent. Il y a juste deux choses que je dirais, en fait, moi, de ma position, et m'écoute qui veut. Voilà, moi, je suis pas un maître à penser, ni un guide spirituel, ni... bon. J'essaie juste de dire des choses que je considère comme justes. Et ma foi, si ça intéresse des gens, eh bien, ça les fera un peu peut-être mouliner dans leur cerveau et tout va bien.
Peut-être qu'ils augmenteront en lucidité. Les deux choses que je peux dire, vraiment, tu peux voter. Toi, jeune femme, toi, quadragénaire, vas-y, vote, il n'y a aucun problème, franchement, je t'en voudrais pas. Comme je le disais au début de mon livre sur les élections, comment s'occuper un dimanche d'élection, je disais que j'avais parmi mes meilleurs amis beaucoup de gens qui votent et que c'est jamais un problème entre nous, que ça n'est jamais un débat. Bon, tu votes, ok, très bien, pas de problème. Par contre, ne te raconte pas d'histoire sur le vote. Ça, c'est sûr. Ne viens pas me raconter que les élections, des gens sont morts pour ça, que la présidentielle avait vocation à faire émerger la démocratie alors qu'elle a toujours eu la vocation inverse, que le système électoral était prévu comme étant le pouvoir donné au peuple ou la parole donnée au peuple, alors qu'en fait, il a été très largement conçu pour priver le peuple de son pouvoir. Ça, il faut faire de l'histoire, et c'est ce que je faisais dans ce petit livre. Donc, ne te raconte pas d'histoire sur l'élection. Ne te raconte pas trop d'histoire sur les possibilités que les élections débouchent sur quelque chose de substantiel du point de vue de l'émancipation. Voilà, c'est tout. Donc, tu peux voter, s'il te plaît, ne raconte pas n'importe quoi. Et puis, par ailleurs, essaie d'arrêter d'incriminer les abstentionnistes qui sont ni plus malins ni plus cons que toi. Chacun se positionne un peu de cette façon-là. La deuxième chose, plus importante encore, enfin, beaucoup plus importante que la première, c'est oui, tu peux voter. Aux prochaines municipales, vote, il n'y a pas de problème. Aux prochaines présidentielles, tu veux voter? Vas-y, vote, je t'en voudrais pas, il n'y a aucun problème. Ce qui me ferait de la peine, ce qui me ferait un peu de peine, c'est de voir que tu vas t'intéresser à l'élection pendant 6 mois. Alors ça, ouais, ça me fait de la peine. Parce que le vote, ma foi, ça prend 5 minutes, hein. C'est 5 minutes d'une vie. C'est pas grand-chose, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas non plus à s'étriper sur 5 minutes qu'on prend pour aller à la maternelle d'en bas pour foutre un bulletin dans une enveloppe. C'est pas non plus l'acte le plus conséquent ou le non-acte le plus conséquent du monde, quoi. En revanche, quand je vois des gens qui sont politisés à gauche passer leur temps devant la télé à suivre des débats de merde, à suivre cette espèce de course de chevaux, où vraiment tous les coups sont permis, où les coups sont les plus bas, où c'est vraiment c'est un désastre intellectuel pendant 6 mois et même maintenant pendant beaucoup plus longtemps, parce que les élections présidentielles maintenant elles commencent, mais elles doivent 2, 3 ans avant. Alors ça, oui, ça me fait de la peine. Et qu'après, les gens vont passer des heures à débattre autour d'une table pour savoir si je sais pas quoi. Alors à gauche, ça va être, ouais, tu désistes pas, il y a de barrage, pas barrage, Mélenchon ou quoi, Ruffin ou je sais pas quoi, Glucksmann ou Tondelier. Bon, les primaires. Enfin, alors ça, vraiment, ça me fait vraiment de la peine. Notamment des jeunes gens. Hier, j'étais dans une librairie, parce que je viens de sortir un autre livre qui est en fait un recueil de vieux textes. Et donc je le présentais et oui, je disais ça, il y avait plutôt des jeunes gens dans le public, qui, à mon avis, étaient des jeunes gens plutôt politisés, je pense. Et je leur disais juste ça, quoi. C'est-à-dire, ne vous gâchez pas. Ne vous gâchez pas à ce spectacle sordide. Vous n'y gagnerez rien intellectuellement, vous allez au contraire dépérir intellectuellement à suivre ça. Vous allez vous perdre dans des débats, dans des arabesques de débats qui n'ont aucun intérêt. Sachant qu'à la fin, par ailleurs, là, bon, plus que jamais, moi je pense qu'en général, les élections, elles sont faites pour faire gagner les conservateurs, et donc pour consolider la conservation. Mais alors il se trouve que les prochaines, notamment présidentielles, ont quand même de bonnes chances de mener à l'avènement du Rassemblement national. Donc, vous allez discuter à gauche là pendant des heures et des heures et des heures. Vous allez perdre votre temps par ailleurs à vous étriper, vous engueuler, à vous envoyer des noms d'oiseaux. Ça va être une boucherie. Et tout ça. Et à la fin, c'est Marine qui gagne ou Jordan. Donc, s'il vous plaît, votez le 8 mai 2027. Je sais pas ce que c'est la date. C'est souvent mai. Mais d'ici là, regardez plutôt des films, lisez des livres, lisez de l'histoire, regardez des podcasts d'histoire et agissez. Agissez. Si vous en avez l'énergie, le désir, la possibilité. Et j'en viens à la deuxième partie de votre question. Moi, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à nous comme possibilité d'activisme en dehors des élections, quand même. Je veux dire, il y a tout un tas de mouvements préexistants auxquels on peut se greffer. Euh, Libre à chacun de rejoindre les soulèvements de la Terre, pour prendre un des trucs que je préfère dans l'offre militante contemporaine, mais tant d'autres collectifs de lutte, tant d'autres collectifs d'activistes, il y en a partout dans vos régions, il suffit de se pencher, ça peut être des tout petits trucs. Des fois, il s'agit de défendre la survie d'un club de foot dans un village. Bah, c'est un mouvement collectif, vas-y. Vas-y, rejoins le comité de soutien de je sais pas qui, ils sont 13, bah, vous serez 14, et puis tu te feras des potes,
Et puis là, au moins, vous allez parler de vraies choses. Vous allez dire, tiens, pourquoi ce club de foot, il est menacé? Qui est-ce qui le menace? Quels sont les intérêts économiques qui font que? Quelles sont les problématiques à l'œuvre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver? Bon, je prends cet exemple, mais tout le monde a ça autour de soi. Donc, c'est ça la politique, la vraie. Et en plus, là, contrairement à ce qui se passe dans les séquences électorales, pour moi, on brasse du vent à longueur de journée. Là, on brasse pas du vent, on brasse du réel, quoi. Et c'est très beau, c'est très, comment dire. Donc c'est local. La politique, c'est essentiellement du local, parce que Bah, c'est vous pouvez, vous pouvez rejoindre un collectif de défense des Palestiniens, hein. C'est pas local. Donc, ouais. je prenais cet exemple pour dire que c'est au coin de la rue que l'activisme t'attend, mais on peut très bien s'engager pour des causes beaucoup plus massives, beaucoup plus internationales. Voilà. Mais chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins ce soit adossé à une réalité et que les discussions qui auront cours au sein même de l'activisme euh, parlent de quelque chose et s'adossent à une réalité. Si vous engagez pour la Palestine actuellement, ça produit de l'intelligence collective, parce que vous allez vous renseigner sur la situation palestinienne, vous allez vous documenter, vous allez rencontrer des intellectuels qui sont très renseignés sur la question, vous allez aller voir des conférences, et puis après vous allez défendre, manifester, et là vous allez vous faire des potes, lesquels potes vous renverront peut-être à d'autres trucs. Là, il y a vraiment une fécondité. Et vraiment, c'est ce qui me met en joie dans la politique. Et tout le contraire, pour moi, c'est les séquences électorales. Où là, vraiment, c'est tout le contraire. Parce que je ne vois pas à quelle réalité elles sont adossées, en fait. Alors on va conclure cet entretien, François Bégodeau, en ayant une pensée pour les Blancs. C'est le titre d'un de vos textes. Vous écrivez avec beaucoup, c'est un passage très drôle et très cruel aussi, je trouve. Vous écrivez, pardon, je cite, par le fait des migrations multipolaires consécutives au chaos causé par leur brutalité impériale, les Blancs vont disparaître, et je ne les pleurerai pas. Je dirais, bon débarras, mais aussi, dommage. Ils n'auront pas fait que des conneries, les Blancs. Ils avaient quand même une façon à eux d'occuper la vie, et accessoirement d'occuper la planète. Dommage, oui, comme à peu près toute disparition. Dommage la disparition des pièces de monnaie. Dommage les communautés villageoises. Dommage tel dialecte, tel patois. Dommage le foot hollandais. Mon pincement au cœur devant l'effectif tricolore à dominante noire est tout simplement nostalgique. Une pensée pour les Blancs, une dernière pensée pour les faces de craie, avant extinction de l'espèce. Fin de citation. Mm. Alors François Bégodeau, est-ce qu'il faut vous lire au premier degré ou au deuxième, voire même au troisième degré dans ce passage? Euh, Je pense que il se trouve que ce passage-là et quelques autres lignes ont eu un destin un peu pénible pour moi, dans la mesure où ils ont été extraits de leur contexte, lus par un pseudo-philosophe d'extrême droite qui les a fait circuler. Ça m'a valu beaucoup d'insultes, beaucoup d'énervement de la part des droitards, bien sûr, qui voyaient simplement dans ce que je disais, c'est les blancs vont disparaître. Alors, déjà, ça les rend dingues. Et deuxièmement, je suis hyper content qu'ils disparaissent. Bon. Donc, en fait, il faut pas me lire au deuxième degré, au troisième degré, au quatrième degré, au huitième. Il faut me lire. Et je veux dire, tous les mots y sont. Et ce dont j'essaie de rendre compte dans ce texte, comme d'habitude, le plus honnêtement du monde, et là c'est plutôt de l'auto-analyse, c'est de disséquer un affect. Et je pars de quoi? Je pars du fait que je vois la composition de l'équipe de France un soir de France-Espagne à l'Euro 2024. Bon, il se trouve que ce soir-là, j'étais pour l'Espagne parce que je suis un fan de l'équipe d'Espagne. Mais peu importe, j'ai quand même toujours un peu de tendresse pour l'équipe de France. Ça m'intéresse toujours un peu ce que fait l'équipe de France. Et là, je vois que l'effectif est quand même très, très... Enfin, il y a 10 noirs sur 11, quoi. Ce qui est une tendance lourde dans le football français depuis quelques décennies. Et je vois que ça me gêne. Et donc voilà, c'est tout. C'est toujours très honnête de constater en soi-même des embarras inattendus. Inattendus devant, venant d'un mec comme moi, je veux dire, parce que quand on me connaît un peu, je suis pas spécifiquement raciste, je suis pas très très porté sur la fierté identitaire, euh, que la France soit blanche et purement blanche, ça a plutôt tendance à m'effrayer que le contraire comme perspective. Bon, mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai un petit pincement et j'essaie d'analyser ce pincement. Et je finis au bout de 6 ou 7 pages, je crois. J'en passe par beaucoup, beaucoup d'arguments qu'il faudrait lire en entier avant de juger le texte, pour dire, en fait, c'est la nostalgie. Et je pense que du coup, les droitards, ils devraient être contents d'entendre un gauchiste comme moi dire, mais finalement, c'est vrai que c'était pas nul notre culture. C'était pas que, il y a pas que
que à se flageller d'avoir été des puissances impériales particulièrement barbares et pilleuses pendant 5 siècles, et encore un peu maintenant dans certains points du monde. Non, 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 Donc considère. c'est pas de la haine de soi Non, pas quand du vous tout, au écrivez contraire, ça, parce que parce que je dis que c'est ce que peut-être vous ont dit d'ailleurs, je sais pas, mais c'est peut-être ce que le reproche que certains pourraient vous faire en se disant mais quand même il y va fort, bon débarras, ils disparaîtront. bah, bon Euh, débarras et dommage. Bah, moi, j'essaie ouais, d'écrire très dommage, oui. précis. Le Ouais. problème, c'est qu'en fait, moi, j'essaie vraiment d'écrire très précisément, ou en pesant tous mes mots. Le problème, c'est quand après, ça circule sur Internet, alors c'est une boucherie, là, c'est n'importe quoi, n'importe qui s'en empare Puis après, du coup, ça me vaut quand même pas mal d'insultes, voire même des choses un peu plus violentes par moment. Donc, c'est compliqué, mais bon, il faut assumer. Donc, bon débarras, dommage. Bon débarras, dommage. Parce que et j'ai un rapport dialectique et ambivalent à la culture occidentale, si jamais ça a un sens. Tout ça, c'est une rêverie. C'est pour ça que le texte s'appelle Une pensée pour les Blancs. C'est des fois, on a des pensées pour. Tiens, j'ai une pensée pour les papillons qui vont tous disparaître. C'est des trucs comme ça, quoi. Parce que c'était beau, les papillons. Mais bon, ils vont disparaître. Bon, bah, comme plein de trucs. Alors, dans la mesure du possible, je vais peut-être essayer de préserver ce que je trouvais bien dans les papillons. Et je vais essayer, moi, de préserver ce que je trouve bien dans la culture occidentale. J'aimerais bien qu'on écoute encore de la musique classique allemande dans un siècle. J'aimerais bien qu'on continue à lire Molière. Ça me plairait bien, parce que moi, j'aime beaucoup tout ça. J'aimerais bien qu'on continue à voir des films de Rossellini, ou des films de Jean Renoir, ou etc., etc. Moi, j'aime bien que les cultures se préservent. Et donc, d'où nostalgie, mélancolie devant ce qui disparaît, et qui avait sa beauté, même si ça a eu aussi, je veux dire, ses écueils, et le mot est faible dans le cas de l'Occident. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais je pense que ce texte est beaucoup trop subtil pour circuler sur les réseaux. Après, pour dire les Bah, choses un peu. vous avez réussi d'une certaine manière parce que finalement, alors il y a eu une petite touche de provocation, mais ça fait partie aussi de l'écriture. Et finalement, vous avez réussi comment dire, à lever une réflexion, même si tout le monde ne vous ont pas forcément compris, effectivement. Mais même quand les gens vocifèrent et hurlent, ça ne signifie pas que le contenu dans leur fort intérieur ne soit pas passé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être Ouais, aussi ouais. une réaction excessive à une prise de conscience de ce que vous dites. Moi, je me dis à la rigueur que ce texte peut avoir aussi. Moi, je pensais pas mal en l'écrivant à mes copains racisés antiracistes. Ou à mes camarades racisés. Bon, je dis racisés, moi j'aime bien ce mot, hein. Après, on y adhère ou pas. Euh, J'y pensais parce que je leur disais, mais c'est pas mal de témoigner de l'intérieur de ce que c'est qu'un blanc qui a une rêverie un peu comme ça, nostalgique sur sa propre identité, culture, civilisation. Enfin, tous ces mots sont très très sujets à caution. Je pense que c'est et donc je pense que ça permet aussi de comprendre. Comprenez, chers amis, chers camarades racisés, antiracistes, comprenez que ça puisse titiller des petits blancs comme moi qu'il y ait tant de noirs en équipe de France et que c'est pas forcément du racisme. C'est ça. Bah, quand on regarde l'Assemblée nationale, pardon de vous interrompre, quand on regarde l'Assemblée nationale, on se dit qu'elle n'est pas représentative et à juste raison de la France, que ce soit sociologiquement ou que ce soit culturellement. Et donc finalement, votre réflexion, c'est un peu aussi la même chose vis-à-vis de l'équipe nationale de football. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est bon. Je dis par ailleurs que moi, évidemment, le tableau esthétique que je préférerais pour une équipe de France de foot, ça serait trois Arabes, trois Noirs, quatre Blancs, ou trois Noirs, cinq Arabes, trois Blancs. Je veux dire, je veux pas faire de hiérarchie. Donc, moi, j'aime assez ça. En plus, je pense qu'il y aurait un effet de complémentarité, peut-être footballistique, si on creuse un peu. Mais ça, je vais dans un terrain un peu douteux. Et donc moi, ça me plairait bien. Donc oui, oui, je pense que je, on devrait avoir la même gêne devant des assemblées purement blanches, notamment, qui sont souvent d'ailleurs des assemblées de pouvoir. Dans les lieux de pouvoir, ils sont quand même très très largement blanco-blanc. Mais je pense que Et c'est sans pas mal. prolétaire, hein, il n'y a pas de prolétaire. Tout à fait. Mais si on veut lutter d'ailleurs contre les affects identitaires ou la crispation identitaire du moment, ou, ou si on veut essayer de dialoguer avec les jeunes droitards, les jeunes gens, les jeunes des petits blancs un peu apeurés là en ce moment, je pense que c'est pas mal aussi de temps en temps. Moi, je suis pas pour les comprendre absolument, hein. Je pense que quand même il y a un moment ils émettent de la violence et on n'est pas obligé de les chouchouter. Mais je pense que c'est pas mal de temps en temps de comprendre certaines micro-crispations qu'il peut y avoir dans le corps social. Et donc oui, moi je suis sûr que je suis pas le seul. En fait, devant une équipe de France noire, enfin à très haute dominante noire,
Je pense qu'il y a 10% de gros raslards qui se disent mais c'est quoi ces nègres dans mon équipe de France? Ça, c'est les raslards, quoi. Ok. Mais je pense qu'il y a tout un pan de la population beaucoup plus pacifique, beaucoup plus serein, et qui juste est un peu titillé de dire oh bah foi, c'est quand même dommage qu'on aimerait bien que trois blancs. Truc. Ah bah, oui, quand même, c'est bizarre parce que ça correspond pas à notre population. Voilà. Donc je Oui, pense que c'est pas c'est représentatif, quoi, tout simplement, ouais, hein. C'est la c'est pas question de la représentatif. représentativité. Absolument, tout à fait. Et puis voilà. Bon, je pense qu'il faut savoir analyser ces jeunes. Mais de la même façon que je pense que on est un bon militant anti-islamophobe si on comprend que ma mère, qui ne politisera jamais sa position, qui ne la publicisera jamais et qui ne montrera aucune agressivité vis-à-vis d'aucune minorité, mais ma mère est toujours un peu gênée par le port du voile islamique. Voilà. Si on comprend ça, ma mère, prof de gauche, voilà, très très antiraciste, absolument irréprochable sur ces questions-là depuis toujours, eh ben, elle a quand même toujours, elle qui vient de l'oppression catholique vendéenne, elle a encore un petit pincement quand elle croise une femme voilée. Mais jamais ma mère n'ira emmerder une femme voilée. Jamais elle soutiendra les lois qui stigmatisent les femmes voilées. C'est pas du tout le sujet. Mais c'est toujours intéressant de comprendre par quels affects sont traversés nos compatriotes, les gens avec qui on cohabite, parce que ça permet de mieux les connaître et ça permet aussi d'ajuster peut-être nos pratiques politiques ou nos discours. Merci François Bégodeau, hein, pour ce grand entretien consacré donc à ce livre, hein, Psychologie au pluriel, publié aux éditions Amsterdam. Comme d'habitude, je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité, leur soutien. Je les invite à partager cette vidéo, à la liker et à la commenter si vous avez des questions ou des observations à faire. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes nos vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur le lien indiqué dans la description. Je vous dis donc à très bientôt sur Mizane TV pour un prochain entretien. Merci.